Bonjour à tous. Hello. Bonjour Anthony, salut les amis. On voit que certains commencent déjà à nous dire bonjour dans le chat. On est super content de vous retrouver. Ça faisait quelques semaines, 5 semaines je crois, hein, depuis le dernier live. Ah. Et comment ça va de ton côté, toi, Anthony? Bah, ça va, très bien, très très bien. Bon, il fait pas très beau, il y a beaucoup de vent à Toulouse, mais ça va. Prêt pour le live et toi? Au top. Moi, je me suis aéré un petit peu le crâne Et la barbe? et la barbe, mais c'est bien moi, c'est bien le même que la dernière fois. Voilà, c'est le même, hein. Ouais, ouais, c'est pas un nouveau Benoît. Mais ça m'a pris ce matin. Je me suis dit, c'est plus possible, c'est beaucoup trop long. Le printemps arrive, il faut faire quelque chose. La fin de Alors, l'hiver. qui est là? Oh, on a plein d'habitués, c'est cool. Salut Nicolas, salut Bertie aussi. Et Ouais. puis des petits nouveaux qui nous rejoignent, ça fait plaisir aussi. C'est-à-dire d'une part que ceux qui sont déjà venus ont envie de revenir et tant mieux, et puis que d'autres ont envie de découvrir nos fameux, j'espère, fameux live QSE et de partager ce moment avec nous. Et pas Allez. mal de villageois. Pas mal de villageois Ouais, dans. pas mal de villageois, c'est ce que je remarque aussi. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, les villageois, on va en parler. On en parlera, mais c'est clair, ça fait plaisir d'en voir plusieurs. Salut Nelly, habitué parmi les habitués. Ouais. Ah, il y a pas mal de monde, donc cool. On va attendre un peu, hein, quelques secondes Ouais. encore que tout le monde arrive, puis on va se lancer. Un Fabienne, petit c'est le premier live. Fabienne, oui Fabienne, bonjour Fabienne. Bienvenue à ce premier live. Christophe, c'est pas le premier, et tu as raison, le barbier a rouvert son salon. En fait, D'ailleurs, ça Benoît, fait il fait plaisir. Benoît fait comme les ours, en fait, hein. Il se laisse, Ouais, il hiberne, donc il se protège. ouais, L'hiver, ouais. et puis, le printemps, Mais mes anciens collègues le savent, que ça pousse en hiver. C'est comme ça, c'est court dès que le printemps arrive jusqu'à l'automne. Allez, alors, moi je te propose qu'on démarre, Anthony. ouais, vas-y, je suis Petit point, tiens, combien sommes-nous? On est une soixantaine, on est 61, 62 là tout de suite, c'est pas mal. Et je vais lancer le partage d'écran et puis on va démarrer. super. Alors, le programme pour aujourd'hui, cette petite heure qu'on va passer ensemble, on va se présenter parce que certains ne nous connaissent pas encore. On va ensuite aborder un gros sujet aujourd'hui, qui est l'audit de certification. Alors sous l'angle QSE, hein, donc c'est ce qu'on va vous dire, c'est valable pour la 9001, de la 14001, de la 45001, voire des normes plus sectorielles aussi. Décomposé en 3 parties, comment ça se passe avant, pendant et après. Vous pouvez, vous le faites déjà en nous disant bonjour, mais vous pouvez à tout moment déposer des commentaires. On essaye de rebondir dessus autant qu'on peut. Euh, c'est ça qui te fait rire. Merci Blondine. Exact. Merci de... Oh bah top, ça me fait plaisir. Je finirai pas comme lui par contre, j'espère. Euh, Donc vous pouvez commenter, nous on essaye de rebondir dessus. Le but c'est qu'on essaye de rendre ça interactif. Alors il n'y a que nous qui pouvons parler, les live LinkedIn c'est comme ça. Mais si voilà, vous pouvez faire des remarques, donner votre avis au fur et à mesure. Nous on essaye un max de rebondir dessus pour que ça soit le plus interactif possible. Et puis on terminera en parlant du prochain live, il y en aura un cinquième, et puis des infos sur notre actu, le village QSE notamment, et puis quelques autres petits trucs. On va commencer tout de suite avec les présentations, et je te laisse la parole, Anthony. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, c'est Anthony Delès. Je suis consultant auditeur et formateur en QSE depuis 15 ans. Je suis aussi formateur à l'AFNOR en QSE, hein, sur toutes les normes ISO 9001, 14001 et 45001. Et je suis responsable qualité à temps partagé de 4 entreprises de secteurs totalement différents. Donc moi, je suis un peu un généraliste de la QSE. J'interviens dans tout type de secteur et ce que j'aime, c'est rendre la QSE accessible et rendre la mise en œuvre de systèmes de management simples et agiles. Voilà, même si j'ai commencé à gratter sur ta phrase à toi, Benoît. Pas grave, j'ai mon mot spécifique qui est que pour moi. Voilà, à Benoît toi. Cluzel, ouais. Je vis à Dijon, je suis consultant qualité depuis 2 ans et demi maintenant, après 15 ans passés dans l'industrie sur des postes de responsable qualité, QSE, HSE, amélioration continue.
Mais au final, avec quand même une grosse sensibilité et qualité. Je travaille principalement sur 2 référentiels qui sont ISO 9001 et Calliope pour les organismes de formation. Avec du conseil et de la formation assez classique d'une part, et puis une grosse activité en ligne, hein. Je pense que vous savez, si vous me suivez, qu'avec Anthony, nous on cherche vraiment à exploiter l'outil digital, les réseaux sociaux, faire du conseil en ligne. Que dire de plus? Je fais partie de l'association France Qualité Performance, Bourgogne-Franche-Comté, où je suis au conseil d'administration et je m'occupe de la certification Calliope et de l'activité formation de l'association. Et puis responsable qualité du Master Kesis, qui est un master en QSE à l'Université de Bourgogne à Dijon, où j'interviens aussi pour donner des cours en ISO 9001, en IATF 16949, et puis quelques autres petits modules autour de la qualité. Et ma vision, c'est que la qualité, ça doit être simple, agile et sexy. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet d'impliquer l'humain dans la qualité, tant les dirigeants pour qu'ils comprennent leur rôle que le personnel à tous les échelons, à tous les niveaux. Si chacun joue son rôle, au final, je suis assez convaincu que la performance en qualité, c'est une question d'humain plus qu'autre chose, et pas de produits, de normes, de procédures. Et on est d'accord. Et on est d'accord. Alors, attaquons le gros sujet du jour, l'audit de certification, et on va commencer par le début, ce qui se passe avant d'arriver à l'audit à proprement parler. Oui. Donc l'avant-audit, alors on a mis quelques lignes pour, comme guide. Donc là, on va parler de plusieurs sujets. On va bien sûr parler en amont de la communication en interne. Quand est-ce qu'on se lance dans ce projet de certification? Donc la notion de go, no go, j'y vais pas. Puis le choix de l'organisme, comment on contractualise et comment on planifie cet audit-là. Bon, ça va être assez rapide, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais on reviendra dessus quand même. Et puis la préparation de l'audit en amont, donc comment on conditionne les équipes, comment on se conditionne, quels sont les premiers échanges qu'on va avoir avec l'auditeur ou l'auditrice pour mener à bien ce projet. Donc communiquer en interne pour la première étape, ça sert à quoi? Ça sert à vraiment lancer ce projet, à montrer que c'est un projet d'entreprise, de société, que tout le monde est investi. Donc communiquer en interne sur le fait qu'on va se lancer dans l'assertif permet aussi de faire en sorte que les équipes soient concentrées, focus sur cet objectif-là, qui n'est pas un objectif final, hein. L'assertif n'est jamais un objectif, une finalité en soi, mais c'est une étape pour, normalement, pour plusieurs objectifs. Alors, ça va dépendre des entreprises, pour valoriser son image, pour conserver des marchés, parce que c'est une exigence client. Bon, voilà. En tout cas, il va falloir donner envie aux équipes de s'impliquer au-delà de la mise en œuvre du système de management, de s'impliquer dans la certification. Et s'impliquer dans la certification, ça veut dire être préparé aussi, être prêt le jour J ou les jours J, en fonction du nombre de jours d'audit que vous aurez. Donc là, il y a un go-no-go de certification qui doit être fait. Ça veut dire à partir de quand je peux dire je me lance dans ce process de certification. Alors comment je le sais ça? Je le sais parce qu'en amont, j'ai mis en œuvre un système et que j'ai passé les 2 derniers verrous de ce système-là. C'est l'audit interne qui me permet d'avoir une évaluation de est-ce que je suis prêt à passer la certif ou pas, qu'on appelle aussi un audit blanc souvent avant la certification. Et puis, on a fait une revue de direction pour être sûr qu'on a bouclé la boucle de l'amélioration continue. Et là, on est prêt. Donc, quand on est prêt, souvent, moi, ce que je conseille à mes clients quand je les accompagne, c'est qu'à l'issue de l'audit interne, si on a un avis favorable, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à prendre contact avec des organismes de certification. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour l'instant, Benoît? Écoute, pas pour l'instant, c'est assez complet. Juste un petit point technique, hein, je rebondis sur la revue de direction. En fait, techniquement, vous ne pouvez pas aller à un audit si vous n'avez pas fait de revue de direction. Ça va être un point bloquant et voilà. Donc en fait, elle est nécessaire pour le système d'une part, mais pour se présenter à l'audit aussi. Clairement. Donc après, on a le choix de l'organisme. Alors, je mets bien le choix de l'organisme, ça veut dire qu'il va falloir vous appuyer sur... vous allez essayer de consulter plusieurs organismes. Et il y a plusieurs types d'organismes de certification. C'est pour ça que on a noté entre parenthèses accréditation, point d'interrogation. Quel est l'objectif de votre certification? Est-ce qu'elle doit être valorisée à l'international? Est-ce que vous devez vous asseoir sur une marque de certification, un organisme qui est connu, reconnu? Ou est-ce que vous n'avez pas tant d'exigences que ça? Et là, vous pouvez être amené à choisir des organismes de certification non accrédités. Donc, la valeur du certificat, elle est moindre, mais au final, vous avez l'assertif. Donc ça, c'est un vrai choix à faire en amont, c'est de se dire à quoi elle sert cette certif et est-ce que je vais prendre un organisme qui est peut-être plus rigoureux, donc accrédité,
ou est-ce que je vais prendre un organisme, ça ne veut pas dire qu'il l'est moins, mais en tout cas, pour lequel la valeur du certificat est moindre. Donc ça, c'est un choix, vraiment. Après, je vois des questions sur le tarif. Oui, Alors, j'allais y venir justement, ouais. ouais, donc je ne connais pas les tarifs exactement, mais il faut compter pour une journée d'audit, je pense, si je ne dis pas de bêtises, tu me dis si je me trompe, Benoît, moi c'est ce que je vois à peu près, c'est entre 1100 et 1350 euros par jour, à peu près. Ouais, alors en comprenant bien que qu'est-ce qui fait le tarif de l'audit? C'est évidemment le nombre de jours d'audit, mais auquel on va aussi rajouter du temps de préparation d'audit. Il y a une première étape, en fait, dans l'audit, qui est l'audit documentaire à distance, où l'auditeur va vous demander de transmettre un ensemble de documents, politiques, revue de direction, cartographie de processus, et ainsi de suite. Et quelque part, ça fait partie du tarif, le temps que lui va passer à éplucher la documentation, à dire OK, on peut passer à l'audit à proprement parler terrain. Donc ça fait partie du tarif. Mais au final, oui, l'ordre de grandeur, c'est entre, moi j'étais plus sur 1000-1200, mais c'est ça fois le nombre de jours d'audit sur un cycle de 3 ans, puisqu'on s'engage sur une durée de 3 ans. Le nombre de jours d'audit, il va dépendre du nombre de salariés équivalents temps plein de la structure. Mais voilà, une petite structure, ça peut être un jour et demi, 2 jours. Une grosse PME, ETI, on va plus aller à 3, 4, voire 5 jours. En la faisant simple, hein, en gros, 1000 personnes, ça va être 5 jours, fois 3 ans, ça fait 15 000, et puis on rajoute quelques milliers pour la partie administrative aussi, les Oui. passages en certification, production de certificats. Donc on va être au final autour de 16, 17, 18 000 euros. Le choix de l'organisme, je rajoute juste une petite chose aussi, c'est que pourquoi vous voulez être certifié? Est-ce que c'est une démarche interne que vous pouvez faire reconnaître et un cadre dessus? Ou est-ce que c'est une démarche qui a pour but une communication externe pour attirer des prospects pour l'entreprise, pour entrer chez des clients? Sachant qu'à partir du moment où vous êtes certifié, vous obtenez le droit d'exploitation de la marque du certificateur. Et donc, vous allez pouvoir afficher le certificateur dans vos communications, sur votre site web, et ainsi de suite. L'idée, c'est que si le but, c'est de la prospection, c'est bien d'avoir un certificateur qui est connu par vos clients. L'AFNOR, par exemple, est connu dans certains milieux plus que dans d'autres. Bureau Veritas va être connu dans certains milieux plus que dans d'autres. Vous travaillez dans le nucléaire, Calianor, c'est connu parce qu'ils font aussi de la certif très spécifique nucléaire. Donc voilà, ça, c'est une question à se poser aussi, qui peut influencer le choix. Après, fondamentalement, dans la réalisation de l'audit, il n'y aura pas de grosse différence. C'est plus la finalité de votre démarche, le pourquoi vous le faites et l'exploitation que vous allez vouloir faire de la marque ensuite. Donc, il y a aussi des questions sur, tiens, est-ce que le nombre de processus fait-il varier le prix? Alors, ce n'est pas le nombre de processus qui fait varier le prix, c'est les activités que vous allez déclarer sous couvert de l'assertif. Plus vous avez d'activités et plus, forcément, vous risquez d'avoir un nombre de jours conséquent. Le nombre de sites, le nombre de salariés, voilà, il y a pas mal de choses qui induisent le nombre de jours. Oui. Voilà. Après, il y a une question plus en amont. Alors, j'y réponds très rapidement. Combien de temps pour mettre en place un système de management de la qualité sur l'ISO 9001? Ça va dépendre. Ce qu'on dit souvent, c'est entre 12 et 24 mois en fonction de la taille de l'entreprise. Voilà. Donc, ça veut dire que pour vous présenter à l'assertif, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, il y a eu quelques mois en amont, entre 12 et 24, pour la préparer, en tout cas pour mettre en œuvre le système. Ouais, et puis je rebondis sur la question de Malamine aussi. Est-ce qu'un audit blanc peut être effectué par un organisme externe en collaboration avec l'entreprise? Oui, tout à fait. L'audit blanc, c'est en aucun cas une obligation. Vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Quand c'est une première certification, c'est bien de le faire parce que ça met en condition, ça permet de vraiment voir où on en est. Ça peut être fait par l'organisme certificateur, ça peut faire partie de sa proposition, comme ça peut être fait par un autre organisme ou par un indépendant. Libre à vous, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Et oui, le nombre de jours est évalué en fonction d'un ABAC qui existe, pas auprès des organismes de certification, qui détermine, tiens, si on a tant de sites, tant de salariés, hop, on va passer à 3 jours, 4 jours, 2 jours. Voilà, c'est déterminé. Oui. À noter aussi que alors c'est assez binaire quand on est sur des petits sites, mais quand on commence à être dans des groupes et du multisite, il y aura toute une discussion sur la manière de réaliser l'audit. Concrètement, est-ce qu'on audite tous les sites? Est-ce qu'on fait un échantillonnement de sites avec un roulement sur la durée
de la certification? Est-ce qu'on considère qu'on a des fonctions centrales qui vont être auditées en tant que fonction centrale et donc on ne reverra pas sur le site? Il y a des schémas de certification particuliers comme ça qui ont un impact, c'est qu'on va réduire le nombre de jours. Ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter avec les organismes de certification. Vous êtes dans une position de client qui achète une prestation. Ça veut dire aussi que le tarif se discute, que les modalités se discutent, et qu'il faut faire jouer la concurrence et pas hésiter. Quand vous êtes sur un multisite avec, je sais pas moi, 5 sites de 200, 300 personnes, gagner 2-3% en faisant jouer la concurrence, ça fait une somme qui n'est pas négligeable. Clairement. Donc c'est ça qu'on voulait évoquer sur la notion de contractualisation. Et puis il y a la planif. Vous y prenez pas trop tard si vous avez des exigences de délai, parce qu'en moyenne, entre la contractualisation et la réalisation de l'audit effective, il y a quelques mois qui peuvent se passer. Ouais. Et si vous êtes dans du multi-référentiel, le nombre d'auditeurs à disposition de l'organisme de certification peut être réduit, donc leur disponibilité réduite. Donc attention à ça, anticipez. D'autant plus vrai quand on est pas sur justement des normes génériques comme la 9001, mais des choses un peu plus sectorielles, voire avec des filiales dans des pays étrangers. Moi, j'ai eu le cas dans l'automobile en IATF 16949 avec des sites en Tchéquie. Des auditeurs 16949 en Tchéquie, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2, quoi. Donc la dispo, ça s'anticipe et effectivement, il y a vraiment une dimension de discussion avec l'organisme avant de s'engager contractuellement, donc anticiper de plusieurs mois, évoquer les possibilités de planning, discuter les modalités et les tarifs pour qu'ensuite tout se passe pour le mieux. Et enfin, l'avant-audit, il y a la préparation de l'audit en amont. Donc, je l'ai lu dans un des commentaires, je n'ai pas retenu le nom, mais on parlait de communiquer en interne, en amont. La préparation de l'audit, là, ça veut dire qu'on a contractualisé. Maintenant, on va continuer de communiquer auprès des équipes. On va, entre guillemets, conditionner les équipes. Oui, on va leur dire, tiens, l'objectif de l'assertif, les postures à adopter. Il y a toute cette partie-là de de conditionnement qui est super importante en tant que responsable QSE. C'est d'essayer de dédramatiser un peu cet exercice et de donner toutes les clés aux équipes. Des exemples, tiens, comment je réponds à certaines questions. Attention aux mots qu'on utilise du type on fait souvent comme ça ou quelquefois on fait comme ci ou comme ça. Donc tout ça, qui est normalement dans le langage commun, on va essayer de l'éviter pendant l'audit. Parce que ça démontre qu'on ne maîtrise pas totalement nos activités. Ça peut donner à l'auditeur un indice sur le fait que vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train d'avancer. Donc tout ça, on le prépare en amont. On le prépare par des exercices, par des entretiens individuels, collectifs, de la formation, de la sensibilisation. Donc c'est comme ça qu'on prépare l'audit en amont. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et pour compléter de manière très brève, je dirais que j'ai publié une newsletter sur le sujet la semaine dernière, que je vous invite à aller lire, puisqu'on j'ai détaillé la manière dont je procédais quand j'étais moi-même à votre place et que je préconise aujourd'hui. Mais dans les grandes lignes, on est d'accord. De toute façon, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je vous ai mis le lien vers la newsletter dans les commentaires. Alors, c'est pas cliquable, il faut le copier-coller. Ouais. Parce qu'on peut pas mettre des liens cliquables dans les commentaires des lives LinkedIn. Pas encore, en tout cas. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on passe à la suite? C'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon. Il y a eu 2-3 remarques sur le domaine d'application. Le périmètre de l'audit, oui, ça se détermine quand on met en place notre démarche. On peut avoir un système de management qui englobe toutes nos activités et pour une raison d'enjeu, une raison commerciale, toute autre raison, on va choisir de se faire certifier que d'une partie de nos activités. On peut le faire, ça aussi. Voilà, sans souci. Ouais. Alors, passons à la suite. Et d'ailleurs, la suite, c'est très bien, puisque là, je vais te laisser prendre la parole, mais je vois un commentaire de Loïc. Préparer le discours, on y est là, justement, c'est vraiment, on communique, et là, quelques jours avant l'audit, on va continuer, je vais essayer de répondre. Ouais, alors je vais rebondir tout de suite sur ton commentaire, Loïc, c'est préparer le discours, ça ne veut pas dire apprendre des textes par cœur. C'est plutôt travailler la posture.
expliquer aux futurs audités ce que l'auditeur va poser comme typologie de questions, ce qu'il faut faire si on ne comprend pas la question, la manière dont on va les répondre. C'est plus de préparer à l'exercice de communication que de vraiment avoir je sais pas comment, des anti-sèches toutes prêtes en fonction des différentes questions. Préparer le discours aussi, c'est ce que j'aime beaucoup faire, moi, dans les préparations d'audit, c'est des séquences de préparation avec les différents audités sur les différentes séances de l'audit. Et pour qu'ils comprennent bien le périmètre, l'attendu, les enjeux, les risques sur ce secteur en particulier, mais aussi leurs points forts, qu'ils aient conscience de ce qu'ils font bien, pour essayer d'aller le placer pendant l'audit. Et là, l'idée, c'est pareil, c'est pas du par cœur, c'est plutôt de dire, essaye d'évoquer ce sujet, essaye d'évoquer ce nouveau schéma d'audit, là, terrain qu'on a mis en place, qui marche super bien, donc c'est plus de la préparation de cette manière que de discours trop formatés. Totalement. Et puis aussi, c'est l'occasion, et on est encore quelques jours avant l'audit, là, c'est l'occasion de faire comprendre aux audités que l'auditeur, il arrive avec son stress à lui. C'est-à-dire que les audités vont avoir leur stress, mais l'auditeur a son stress. Juste déjà un stress logistique. Est-ce qu'il faut passer un contrôle de sécurité? Tout ça, normalement, il aura posé les questions en amont quelques jours avant. Il est obligé d'avoir quelques questionnements sur la logistique. Est-ce que je vais perdre du temps au poste de garde s'il y a un poste de garde? Est-ce que les gens vont être sympas? Est-ce qu'ils vont m'accueillir à bras ouverts? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Donc, il y a plein de stress chez l'auditeur. Et donc, de faire comprendre aux audités que l'auditeur aussi a ce niveau de stress et que parfois, il peut être maladroit, sous stress dans le questionnement, c'est de donner un petit côté humain, quoi. Voilà, de la bienveillance aussi, de l'empathie, et donc de créer une vraie relation pendant l'audit. Oui, tout à fait. Avant de continuer, je rebondis juste sur la question de Romain qui demande si l'auditeur peut demander un document qui n'est pas nécessaire à la certification. Alors en fait, l'auditeur ne demande pas de document. L'auditeur, il vous demande comment vous travaillez et il va évaluer si c'est conforme aux exigences du référentiel sur lequel porte l'audit. Donc c'est plutôt vous qui allez amener des éléments de réponse et des preuves documentées quand elles sont une exigence, de manière à démontrer votre conformité. Mais l'auditeur ne va pas vous demander des documents. Alors, sauf certains documents type, je pense, politique qualité ou des choses comme ça, il peut peut-être la demander, mais et encore. Mais l'idée, c'est... Et du coup, la question, est-ce qu'il peut en demander qui ne sont pas nécessaires à la certification? Bah non, en fait, parce qu'il n'a pas intérêt à le faire. Ou alors, il sort de son cadre. Oui. Alors ça, bah, tiens, on est en plein dans l'audit, je vais en profiter. L'auditeur, ça arrive qu'il sorte de son cadre. Et vous êtes en droit de lui faire remarquer et de lui demander de rester dans le cadre. Et de lui dire que ce qu'il demande, ce n'est pas une exigence. Alors, ça demande d'être à l'aise avec la norme, mais en fait, le mandat, c'est un référentiel. Donc, s'il y a des questions qui vont dans une direction qui n'est pas dans les exigences, bah, c'est hors périmètre. Par contre, en amont, oui, il va demander des documents. Il va demander une liste de documents pour faire sa préparation en amont. Surtout que si vous lancez la certif, il va y avoir une étape qui n'existe plus après quand vous êtes certifié, qui est l'étape 1, l'audit initial. Ça veut dire un pré-audit. En gros, l'auditeur va vous demander des documents. Soit il le fait sur site, soit hors site. Ça va dépendre du nombre de jours et de la contractualisation. Et il va en fait voir si vous êtes prêt pour passer l'audit de certification. C'est l'étape 1. Voilà. Et là, il va vous demander des documents. Il va vous demander sûrement le dernier compte rendu de revue de direction, les derniers rapports d'audit interne, peut-être aussi, la description de vos processus. Voilà, des choses comme ça. Et qui restent dans le cadre de sa fonction. Tout à fait. J'aime bien la réponse de Loïc, il faut être prêt à aiguiller l'auditeur. Oui, il faut lui faciliter la vie, en fait, d'une part, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et s'il sort des clous, il faut le lui dire. Et ce qui peut se passer, en fait, moi je l'ai vécu de cette manière, c'est des auditeurs qui travaillent sur beaucoup de référentiels et qui, sur des sujets un peu précis, par moment, dérivent un peu sur un autre référentiel au lieu de celui qui est audité au moment où a lieu l'audit. Et très souvent, ils s'en rendent compte et puis, OK, on passe à la suite pour enchaîner.
Ouais, complètement. Alors, passons ensuite, où est-ce qu'on en était? Donc la préparation quelques jours avant l'audit, On en est là à peu près. ouais, un point qui est important aussi, c'est d'anticiper la logistique au maximum. Heu, que ce soit le transport, le repas, la réservation de salle, tous ces éléments, dès qu'on a les dates, il faut le faire et puis aider l'auditeur au niveau logistique. Proposez-lui des hôtels, le laissez pas se débrouiller à devoir trouver, où est-ce qu'il va dormir, comment il va arriver sur le site. Faites tout ça pour lui, ça simplifie la vie, enfin ça met de l'huile dans les rouages, quoi, c'est une bonne chose. Pas vrai, Nico? Il est là. L'huile dans les rouages, on fait une petite pub et la newsletter de Nicolas Frébourg qui est parmi nous aujourd'hui. Salut Nicolas. Voilà. Alors, l'ouverture de l'audit ensuite. Qui participe à l'ouverture de l'audit? Moi, ce que je recommande, c'est à minima le CODIR au complet. Il y aura une partie des audités dans le CODIR. Il y en a peut-être certains qui ne le seront pas. Je pense directeur financier, par exemple. Mais CODIR au complet, plus quelques-uns, plus ou moins, d'autres managers, potentiellement pilotes de processus, potentiellement responsables de secteurs qui vont être audités. L'idée, c'est d'aligner tout le monde sur l'exercice qui va avoir lieu, de montrer aussi, d'envoyer un message à l'auditeur qui dit on prend l'audit au sérieux, c'est quelque chose qu'on a préparé, qui est important pour l'entreprise, donc on est présent. Et voilà, surtout éviter de le faire en petit comité entre le responsable qualité et le dirigeant et l'auditeur. Parce que là, le message envoyé, c'est complètement le contraire. Ça semble pas très important comme moment dans la vie de l'entreprise. Clairement. Alors attention, hein, c'est pas le moment aussi de mettre la lampe torche sur l'auditeur, lui faire peur en ouverture avec plein de monde autour de la table, un peu fermé. Voilà, c'est vraiment un moment où on décompresse quoi et on y va quoi. C'est le icebreaker de l'audit quoi. Ouais, ouais, c'est ça, puis ça donne le ton. C'est le moment où on fait connaissance aussi quand on est sur un audit initial ou de renouvellement avec un nouvel auditeur. Autant que ça parte dans le bon sens tout de suite. Mmh. Posture et attitude pendant l'audit. On l'a déjà évoqué un petit peu, mais ce qui est important, c'est vraiment de comprendre et d'expliquer aux audités que l'auditeur ne vient pas les juger eux. L'auditeur, il vient constater une manière de travailler, une organisation, sa mise en œuvre, et il va statuer sur le fait qu'elle est conforme et cohérente avec des exigences formulées dans le référentiel. Ce qui veut dire que la posture des audités, c'est plus une posture d'ouverture, d'échange, de discussion, et surtout pas sur la défensive à éviter de vouloir dire des bêtises, à avoir peur, parce qu'il n'y a pas de Mmh. quoi avoir peur. Et puis, un point qui est important, souvent je me rends compte que les gens bloquent quand c'est des premiers audits, c'est la reformulation. Quand l'auditeur pose une question et qu'on ne comprend pas ce qu'il demande, bah, on lui redemande d'expliquer avec d'autres mots. Ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a du jargon. Dans l'entreprise, on utilise beaucoup de jargon, d'acronymes. L'auditeur, lui, a ses termes à lui, et on peut se retrouver avec un dialogue de sourds alors que les gens parlent de la même chose et se comprendraient, pardon. Simplement si on changeait quelques mots par des synonymes. Donc la reformulation est importante, c'est mieux de demander de reposer la question que de partir bille en tête pensant avoir compris et être complètement à côté du sujet. Surtout qu'on a tendance à partir en live quand on ne comprend pas la question et là on ouvre les portes, on ouvre les portes de l'investigation de l'auditeur. On n'est pas là pour fermer la porte. On n'est pas là non plus pour Ouais, lui ouvrir toutes les portes, quoi. Il y a de la réponse aux questions, il y a un entretien. C'est l'auditeur qui dirige l'entretien. On peut l'aiguiller, et on le verra aussi après quand on en parlera un peu sur la fin. On peut l'aiguiller sur des constats. Voilà, attention non plus à pas tout ouvrir. Par contre, il y a aussi le positionnement du responsable QSE ou qualité pendant l'audit. Il a un rôle d'accompagnant, il aura un rôle d'audité selon certaines thématiques. Et quand on est accompagnant, on est en retrait. C'est-à-dire qu'on laisse l'entretien se faire. L'entretien se ouais, fait et à partir d'un moment, si on veut ajouter quelque chose, il faut demander. Moi, je pense que c'est la règle que je conseille. Demander à l'auditeur si on peut prendre la parole pour donner une réponse supplémentaire, apporter notre vision, etc. Mais surtout pas commencer à prendre le lead sur l'audit et ne pas laisser l'audité s'exprimer. ouais.
En fait, en général, c'est assez rapide, hein. Si l'auditeur pose des questions à l'audité et que le responsable qualité répond à sa place, il va se faire recadrer. Et l'auditeur va lui dire bah, je vous remercie, maintenant c'est pas vous qui répondez. Donc vous nous laissez, c'est à lui que je pose la question. Tout simplement parce que le but d'un audit, c'est pas de savoir si le responsable qualité maîtrise son système, c'est savoir si les personnes à qui un rôle et des responsabilités ont été confiées, effectivement, les ont endossées, ont la compétence pour le faire et maîtrisent l'activité sur leur périmètre. Par contre, je suis d'accord avec toi, on a plus un rôle en tant que responsable qualité de favoriser, de fluidifier les échanges. C'est-à-dire que si à un moment on voit qu'il y a un dialogue de sourds pour une question de synonyme, on peut intervenir et demander à l'auditeur si on peut, nous, faire la reformulation pour qu'il comprenne. Ce qui se passe souvent avec l'auditeur aussi quand il y a une non-réponse à une question de la part d'un audité, c'est qu'il se tourne vers nous. Et moi, j'en ai un qui m'a dit, bon, allez, aidez-le, je suis sûr que vous savez. Et quelque part, l'auditeur, en fonctionnant comme ça, lui, il a les infos dont il a besoin. C'est-à-dire que il a vu que la personne, c'était peut-être pas maîtrisé sur le sujet, mais que par contre, l'organisation existe bien et que qu'il y a des choses perfectibles, mais qu'il n'y a pas un trou dans la raquette complet non plus. Et je vais rajouter, dans un secteur d'activité, c'est la norme NF aide à domicile, dans laquelle je travaille. Je suis responsable qualité d'une structure d'aide à domicile. La norme NF, en tout cas l'audit de certification, a deux phases particulières. C'est qu'on va chez un bénéficiaire, chez un client, et l'auditeur se retrouve en seul à seul avec le bénéficiaire, mais il y a la responsable quand même qui est à côté pour rassurer le bénéficiaire. Et l'auditeur voit aussi deux salariés seuls. Et ça, c'est pas commun aux audits de certif. Donc, il y a certains audits qui l'autorisent, mais normalement, la règle de base, c'est on ne laisse pas un auditeur tout seul avec un audité. Il y a toujours un accompagnateur. Ouais. Il y a vraiment une dimension de sécurité. L'auditeur, c'est un visiteur externe qui va se déplacer sur votre site. Donc, rien que pour cette raison, il n'y a pas à le laisser seul. Et la deuxième raison, en fait, c'est que vous voulez absolument savoir tout ce qu'il va voir et entendre pendant l'audit. Il faut pas qu'il y ait... Enfin, le risque, en fait, c'est que s'il y a des moments où il discute avec d'autres personnes, alors hors ce cas particulier que tu évoques, en fait, vous n'êtes pas au courant de l'échange. Et il peut vous être rapporté ensuite, mais vous n'aurez pas tous les éléments. Or, c'est dans votre intérêt que de savoir tout ce qui se dit, tout ce qui est vu, parce que s'il y a des constats qui en découlent, il vous faut un max d'infos pour les comprendre. Et l'accompagnement de l'auditeur ne finit pas et ne commence pas pendant la durée d'audit, mais pendant toutes ces phases de pause aussi, intermédiaires, de restauration, d'accompagnement. Et l'audit continue pendant ces phases-là. Donc, attention aussi, quand on va manger, on peut être un peu plus relâché, mais jusqu'à quel niveau, ça, il faut bien le déterminer aussi, parce que ce qu'entend l'auditeur, à un moment donné, il peut l'utiliser. Voilà. On peut l'utiliser. Après, qui mange avec l'auditeur, tiens. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire et de recommander, c'est vous, évidemment, le responsable qualité, en QSE. La direction, si elle est disponible et sur le site, c'est une bonne chose parce que ça permet d'amener un peu de relief dans les discussions autour de l'activité, des perspectives de l'entreprise. Et puis, moi, j'aime bien toujours inviter un ou deux audités, soit qui est passé le matin, soit qui va y passer l'après-midi. Parce que ça permet de faciliter le relationnel, ça permet de mettre de l'humain dans tout ça. Et je trouve ça assez sympa quand c'est possible. Oui. Alors, ce qui se fait de plus en plus, parce qu'il y a eu quelques, j'allais dire scandales, c'est peut-être fort comme mot, mais il y a quelques années, on va dire qu'on avait tendance à faire des grands restos pendant plusieurs heures. Et la pratique je la vois plus. Donc aujourd'hui, très souvent, même les restos, c'est de plus en plus rare. On a tendance à manger dans la salle avec un plateau repas. S'il y a une cantine interne, à la cantine interne. Voilà, la règle a un peu changé à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Mais profitez de ces moments, parce que c'est aussi des moments où on peut discuter avec l'auditeur, on peut sortir un peu du cadre, on peut bifurquer presque sur du conseil, sur des recommandations par rapport à ce qu'il a pu voir, parce qu'on est sorti du cadre officiel de la séquence d'audit. Et donc, c'est une bonne chose à faire. On arrive ensuite à la fin de l'audit. La fin de l'audit, il y a un moment qui est très important, qui se déroule entre la fin de la dernière séquence vraiment d'audit et la réunion de clôture. Donc, c'est le moment où l'auditeur va préparer ses constats, va préparer sa réunion de clôture, va rebalayer ses notes, va caractériser les différents constats.
Alors, pourquoi il est très important ce moment? Parce que c'est le moment où on caractérise les constats et qu'en général, l'auditeur va vouloir ou chercher à s'entretenir avec vous avant la réunion de clôture pour qu'on s'entende sur les constats. Ce moment de discussion, il va jouer plusieurs rôles. Il y a plusieurs intérêts pour vous. Un premier, c'est, admettons que voilà, vous avez une difficulté dans le système, dans l'entreprise, l'auditeur l'a détecté dans l'audit, envisage peut-être un point sensible, vous allez pouvoir lui demander d'aller plutôt sur une non-conformité, parce qu'en fait, ça va vous aider à traiter le problème, tout simplement. Ça va obliger à faire une analyse, à mettre un peu de ressources dessus. Donc ça, c'est une possibilité. On peut avoir la même exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'auditeur qui annonce les différentes non-conformités, et que vous trouviez que l'une ou l'autre soit exagérée, on a une discussion. J'ai du mal à dire négociation, mais dans les faits, on n'en est pas très loin, mais on a plutôt une discussion pour arriver à un accord sur les constats. Et cet accord, il se fait plutôt avant la réunion de clôture. La réunion de clôture, c'est un exercice de restitution. Donc vous allez connaître les constats avant le début de la réunion de clôture. Pour une raison simple, c'est que c'est plus facile de discuter en tête-à-tête que de discuter avec tout le comité de direction dans la salle et puis encore 5-6 audités. Ce qui existe aussi, et que j'ai connu, c'est une discussion avec la direction à ce moment-là. Et une validation des constats entre l'auditeur et la direction. Et là, il y a des enjeux qui peuvent entrer en compte, quasiment politiques dans l'entreprise. C'est surtout vrai dans les grands groupes, quand des sites sont en concurrence interne, des sites sur des pays différents, par exemple, et où le score, le bête et méchant score de non-conformité peut prendre une dimension politique dans le groupe. Et on peut avoir des discussions pour pas simplement réduire le nombre de non-conformités, mais envisager la manière peut-être de combiner certaines parce que c'est un sujet commun ou de faire des choses comme ça. Alors, on hésite à en parler, pour être franc, parce qu'on est un peu dans un truc borderline, un peu flou, qui n'est pas dans les procédures, dans les trucs COFRAC, mais qui en fait est la vraie vie, et qu'on a tous les deux vécu de multiples fois. Et du coup, il est important de le savoir. Allez surtout pas faire autre chose à ce moment-là, en fait. Il faut que vous soyez tout près de la salle et que vous soyez prêt à discuter avec l'auditeur à ce moment-là. Clairement. Parce que ça fait beaucoup, en fait, du message qui va sortir. Et c'est possible aussi pour vous de lui demander de passer certains messages en réunion de clôture. Vous allez avoir les audités qui ont vécu l'audit, vous allez avoir le comité de direction. Lui, il a une posture d'autorité à ce moment-là. Il peut passer des messages. Et vous pouvez lui demander insister là-dessus, parce qu'effectivement, on n'est pas fort et on a besoin de faire changer quelque chose. Je rajouterais quelque chose à ce que tu as dit sur la validation des constats. Elle peut se faire donc avant la réunion de clôture, comme tu viens de le dire, Benoît. Elle doit se faire à la fin de chaque entretien pendant l'audit. Donc, si l'auditeur, à un moment donné, c'est sa mission, normalement, il ne va pas laisser quelqu'un à la fin d'un entretien d'audit sans lui annoncer les points forts et les points améliorés. Et s'il y a une non-conformité, sans l'annoncer et l'établir. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'auditeur oublie de le faire, il est intéressant que vous, en tant que responsable QSE, vous puissiez lui rappeler qu'il est intéressant de reformuler et de résumer l'entretien en quelques phrases à la fin de l'entretien pour que l'audité ne se sente pas dans une espèce de flou, à savoir est-ce que j'ai bien répondu, peut-être qu'il va y avoir une non-conformité là-dessus, je ne suis pas sûr, etc. Donc voilà, donc ça se fait aussi à ce moment-là, la validation ou non des constats, au fil de l'audit. Et au final, on va normalement, avec l'auditeur, essayer de rendre ces constats digestes, utiles et vrais. Parce qu'on n'est pas là pour cacher des choses qui ne vont pas bien, mais en tout cas, il y a une espèce de, entre guillemets, négociation qui peut s'activer en amont de la réunion de clôture. Tout à fait. Je vois que l'heure tourne, il faut qu'on accélère un petit peu. Ouais. La communication. Donc, la réunion de clôture se termine. Comment communiquer derrière? Nous, ce qu'on vous recommande, c'est de communiquer tout de suite les résultats, comme à large spectre, selon les canaux que vous avez, pour que tout le monde dans l'entreprise connaisse le résultat de cet audit que vous avez annoncé, auquel ils ont participé ou qu'en tout cas, ils ont vu passer dans les locaux pendant l'audit.
Donc l'idéal, c'est de tout de suite transmettre les résultats. Et puis dans un second temps ensuite, éventuellement la semaine suivante, de refaire de la com, mais en donnant plus d'infos sur le contenu, par exemple des non-conformités, sur quoi elles portent, quelle est la problématique. Mais aussi, et j'insiste, sur les points forts. Prenez du temps à commenter les points forts qui ont été transmis, parce que là, c'est du pain béni pour motiver les collaborateurs, pour les impliquer et pour les mettre en avant ce qui a été vu et reconnu comme étant des bonnes pratiques qui vont au-delà des exigences des normes. Oui, totalement. Je rebondis juste sur un commentaire qui n'est pas exactement lié au sujet, mais quand même, c'est voilà, je vois un commentaire, j'ai plus le prénom. Si la revue de direction, Yannick, si la revue de direction des points faibles sont relevés et que les actions sont décidées pour y remédier, il peut y avoir non-conformité lors de l'audit. Alors, normalement, l'auditeur n'est pas là pour sanctionner. Si vous avez identifié en amont des problématiques et que vous démontrez que vous agissez dessus, si ce n'est pas pour dans 3 ans ou 4 ans pour quelque chose d'assez simple, l'auditeur va accepter ça. C'est d'ailleurs à ça que sert l'audit interne, notamment. L'audit interne, c'est un verrou à la bonne réalisation d'un audit de certif. Si on a identifié des choses en interne et qu'on démontre qu'on agit dessus, bon, en audit de certification, on sera plus compréhensif du non-respect d'une exigence. Voilà. Ce qui va se passer aussi, c'est que ce que je recommande, c'est quand on a des grosses faiblesses qu'on identifie en revue de direction, parce qu'on ne peut pas passer à côté, et que l'audit arrive, c'est de préparer la manière dont on va aborder le sujet si on l'aborde. Et d'avoir une analyse de cause qui est prête, d'avoir des actions court terme, idéalement déjà réalisées, et puis un plan d'action plus peut-être moyen-long terme, ce qui va envoyer un message à l'auditeur qui dit « on sait qu'il y a un problème, on le constate en vue de direction, par contre, on le traite. On est sous contrôle, l'incendie est éteint, mais on est en train de travailler pour éviter qu'il reparte ou qu'il y en ait un autre. » Et là, après, ça sera à l'appréciation de l'auditeur. À un moment, et ça dépend du sujet, mais s'il constate les points faibles lui-même pendant l'audit, bon, ça va être dur de ne pas les notifier. Maintenant, s'il considère que ce qui est en cours permet de gérer le risque et qu'au final, ça semble sous contrôle, il peut aller plus sur un point sensible, qui va être du coup un point de vigilance pour l'audit de l'année suivante. Et si là, par contre, effectivement, il n'y a pas d'évolution, là, ça risque de passer en non-conformité. On passe à l'après-audit. L'après-audit. Alors ouais, vas-y, je te laisse. Ok. L'après-audit, il est assez variable si on a des non-conformités ou si on n'en a pas. Si on n'en a pas, en traitement purement du rapport, il n'y a pas grand-chose. On va plutôt profiter d'aller travailler sur les points sensibles et puis s'appuyer sur les points forts. Si on a des non-conformités, alors plusieurs étapes. Vous allez recevoir un rapport préliminaire, provisoire de la part de l'auditeur qui précise la non-conformité auquel vous allez devoir répondre, avec des éléments d'analyse et un plan d'action correctif. Ce qu'on vous recommande, c'est de faire ce travail le plus tôt possible après l'audit. Vraiment de battre le fer pendant qu'il est chaud. Pourquoi ? Parce que les différents constats qui aboutissent à une non-conformité, souvent, ont été bien vus pendant l'audit, discutés avec les personnes concernées, les audités. Donc, tant que c'est chaud dans les esprits et que ça a peut-être marqué les gens pendant l'audit, c'est le meilleur moment pour les impliquer dans l'analyse, dans la détermination des actions et pour qu'ils s'investissent pour la mise en œuvre des actions. Si vous attendez un mois, tout le monde est déjà passé à autre chose. Donc là, il faut vraiment essayer d'enchaîner le plus vite possible pour la partie de traitement de non-conformité. Comment il se passe ce traitement ? Je pense notamment en termes de délai. Alors, c'est variable d'un référentiel à l'autre. Le classique, la non-conformité mineure en ISO 9001, vous allez avoir 90 jours pour transmettre à l'auditeur vos éléments d'analyse et une proposition de plan d'action correctif. Mais vous n'aurez pas besoin de transmettre de preuves de réalisation de ces actions. Ça sera vu à l'audit suivant. Et si je prends un truc un peu plus extrême sur l'audit IATF, par exemple, il va y avoir 8-10 jours pour remettre le plan d'action, les analyses, les preuves de réalisation d'actions curatives immédiates. Et puis ensuite, vous avez 2-3 mois, 60-90 jours pour transmettre les preuves de réalisation de l'ensemble du plan d'action. Le mieux, en fait, c'est toujours d'en discuter avec l'auditeur. C'est un des points de la réunion de clôture. Il va donner les conditions de traitement, la suite des opérations. Donc, assurez-vous d'avoir bien compris quels éléments à transmettre, à quelle deadline, et de toute façon, cherchez à le faire le plus vite possible parce que c'est là que c'est le plus efficace. Clairement, oui.
Donc après, on va valider le rapport provisoire, forcément, en y apportant les réponses aux non-conformités si on en a eu. Et je ne sais pas si tout le monde est au courant, donc on a voulu le mettre en avant aussi, c'est que les rapports d'audit passent devant une commission de certification. La commission va valider le rapport, l'intégrité du rapport. Est-ce qu'il est en lien avec les référentiels audités? Est-ce qu'il n'y a pas de non-conformité un peu exagérée? Ou l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas de piste de progrès qui en fait auraient dû être des non-conformités? Voilà. Donc l'auditeur ne peut pas tout noter et c'est pour ça qu'il prend quand même beaucoup de temps et qu'il est payé pour créer un rapport qui soit le reflet de ce qui a été vu en audit et qui soit conforme aux exigences en tant qu'auditeur de rédaction de rapport, de rédaction de constat. Voilà, les auditeurs et les auditrices sont formés, donc sont diplômés, enfin c'est une certification à IRCA, ICA, etc., pour rédiger ce genre de rapport et de constat et les détecter bien sûr. Donc ensuite, oui, ensuite on lance le plan d'action suite à l'audit et là on va planifier ça dans notre système de management avec notre outil de gestion des non-conformités et des actions Ouais. correctives. Voilà, classique. En étant surtout vigilant à ne pas faire ce traitement tout seul. Ça amène des changements, les non-conformités, en fait. Donc, pour qu'il y ait une adhésion au changement et que ça prenne, il faut absolument impliquer beaucoup. Il ne faut surtout pas vous retrouver, en fait, une semaine après l'audit, à faire un 5 why dans votre coin, à envoyer à l'auditeur, lui envoyer un plan d'action, et puis faire vous-même les actions. Parce que là, ça ne va pas prendre. Oui. Communication interne, tu avais quelque chose à nous dire? Je ne sais Non, plus. alors il y a trois périodes de communication sur l'après-audit. Il y a la communication à chaud, les grands points forts, les grands constats. La communication à 1 semaine, 10 jours, quand on a bien relu le rapport et qu'on sait en dire un peu plus. Et puis après, il y a la communication tout le long, la communication finalisée avec le plan d'action, où il en est. Et là, on rentre dans l'exigence de communication interne classique, c'est comment on communique, à qui, à quelle période, et peut-être que ce projet de certification, il serait intéressant de l'intégrer, même quand vous êtes certifié, dans une news, une information périodique sur l'état d'avancement des actions, les décisions prises, etc. Jusqu'au prochain audit. Et là, on arrive à la planification de l'audit de surveillance. Exactement. Et je voulais rebondir sur un ou deux commentaires. Oui. Notamment Lina qui nous dit concernant la non-conformité, est-ce que l'auditeur peut dire que la pertinence des infos, c'est une non-conformité malgré le respect des exigences de la norme? En fait, au moment de la réunion de clôture, on aura la non-conformité parce qu'il y a eu un accord sur le constat. Vous avez le droit d'estimer que les éléments que vous avez proposés sont conformes. L'auditeur peut dire non, et vous avez le droit de continuer à ne pas être d'accord. Je vous rappelle que vous êtes client de l'organisme certificateur. Ça peut aller jusqu'à une réclamation sur les constats auprès de l'organisme certificateur si vraiment vous estimez qu'il y a un problème. L'idéal, c'est d'éviter d'en arriver là, mais sachez que techniquement, c'est possible. Le mieux, c'est la discussion en fin d'audit, avant clôture, pour trouver un terrain d'entente, en fait. Et puis un deuxième de Sarah, est-il possible que l'auditeur conclue à une non-certification? À quel moment cela survient? Alors, ce n'est pas l'auditeur, en fait, qui prononce la certification. L'auditeur, lui, va prononcer des constats. Et un avis. Il va rédiger le rapport dont parlait Anthony, et il va ensuite présenter ce rapport dans une commission de certification au sein de l'organisme certificateur, et c'est eux qui prononcent la certification. Donc, ils se réunissent toutes les semaines, 2 semaines, une fois par mois, selon les organismes. Ils regardent le dossier, factuellement, le rapport, les constats, les preuves, les plans d'action correctifs s'il y a des non-conformités. Ils ont un avis émis par l'auditeur. Selon les référentiels, d'ailleurs, l'auditeur est présent et auditionné au moment de cette commission. Et sur ces éléments, c'est l'organisme certificateur qui décide, oui, certification ou non. Et donc, ça se passe, quand je disais 90 jours pour le traitement, la commission, c'est après ces 90 jours. Puisqu'évidemment, il faut avoir les éléments pour pouvoir statuer. Donc, ça se passe en général de 2-3 semaines ou dans le mois qui suit la fin des 90 jours. Alors après, si c'est pas suffisant, on peut avoir un audit complémentaire. Voilà, l'auditeur reviendra une nouvelle fois pour revalider donc la mise en œuvre des non-conformités. Et la non-certification,
c'est vraiment quand même que vous n'avez pas, vous n'êtes pas préparé, quoi. Vous n'avez pas suivi toutes les étapes préliminaires parce que c'est Ouais, tellement rare qu'on n'ait pas l'assertif. Vraiment. ouais, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles tu aurais voulu rebondir, Anthony? Alors non, je vais juste rajouter une chose. Attention à ne pas trop attendre que l'organisme vous appelle pour planifier les prochains audits, et notamment l'audit de renouvellement, c'est-à-dire à l'issue des 3 ans. Parce que normalement, c'est à lui de le faire, mais il peut, dans son organisation interne, oublier de vous contacter et vous retrouver à 1 mois de l'audit sans avoir planifié, sans avoir le nouveau contrat. Et là, ça devient compliqué. Donc, votre rôle aussi à vous, c'est de veiller au respect des échéances, même si vous payez un organisme de certification qui le fait. N'attendez pas que ça vous tombe dessus. Et par exemple, 3-4 mois avant, il serait intéressant de faire un petit coucou à l'organisme de certification pour planifier la date du prochain audit. N'oubliez pas ça aussi. Je rebondis sur le commentaire de Nelly qui dit non, en IFS, c'est pas si rare de ne pas avoir les certifications. On est vraiment sur du truc sectoriel. Ouais, c'est vrai, Alors, Nelly, que c'est vrai, hein. Quand je dis ça, j'en parle pour la 9001, 14001, 45001, mais surtout 9001. Voilà, c'est celle que je connais le plus en audit certif. Ouais. Je rebondis aussi sur une question de Myriam. Peut-on demander à un auditeur de reprendre la rédaction du constat après quelques jours lorsque le constat n'est pas clair? Dans l'absolu, on peut échanger avec lui. Dans la pratique, quelques jours après, en fait, l'auditeur, il est passé à l'audit suivant. Il est peut-être à l'autre bout de la France ou dans un autre pays. Il faudrait vraiment qu'il soit de bonne volonté pour l'accepter. L'idée, c'est beaucoup plus que c'est au moment de la réunion de clôture que tout doit être clair. Et si c'est pas clair en réunion de clôture, on le dit en réunion de clôture pour que ce soit clair. Le rapport qui arrive après, il doit y avoir zéro surprise dedans. C'est au moment où on se quitte en fin de clôture, tout doit être clair. Ouais. Ouais. Normalement, les constats, ils sont validés et la clôture est là pour valider et fixer ces constats-là. Ouais. Normalement, on ne va plus revenir dessus. Un de ses objectifs, ouais. Alors, quelques minutes qui nous restent pour vous donner des informations. Prochain live aura lieu, attention, je vais mettre ma petite bannière, le mardi 25 avril, donc dans un peu plus d'un mois. Ça sera un mardi parce qu'on n'a pas de vendredi dispo tous les deux à cette période. Donc on change un peu nos habitudes, on va passer sur un mardi à la même heure. Hein. Par contre, c'est à 13h, je vois qu'on l'a pas mis, mais ça reste à 13h. Oui, ça reste à 13h. On fera des coms d'ici là sur LinkedIn, hein, vous serez au courant, dans les newsletters aussi, dans le village. Le format, on propose de repartir sur celui qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on choisit un sujet qu'on développe plutôt que de faire plusieurs questions, pas forcément liées entre elles. Un sujet potentiel, parce qu'il nous a déjà été demandé, c'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer un système QSE, intégrer les trois dans un système SMI. Ça peut être aussi autre chose, on vous mettra à dispo notre petit questionnaire pour proposer des sujets, pour nous faire part de ceux qui vous intéressent, que vous aimeriez qu'on aborde. Et puis, la grosse actu pour nous, c'est toujours le village QSE. Je te laisse la parole, Anthony. Ah ouais, le village QSE qui a été créé, alors je ne sais plus quand, janvier, décembre, peut-être janvier, je crois. Fin janvier. Ouais, fin janvier. Voilà, aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 450 comptes créés. Il y a une centaine de posts publiés et puis voilà, il y a des commentaires, donc ça va dépendre des sujets. Il y en a qui sont plus ou moins suivis parce qu'on peut avoir des sujets très très précis sur un secteur d'activité ou des sujets plutôt larges sur le système de management, l'application d'exigences, des outils, l'utilisation du digital dans la mise en œuvre d'un système. Voilà les grandes thématiques qu'on a. On a des forums thématiques pour justement s'y retrouver. Et donc, on a 3 niveaux d'accès. Alors, le troisième, pour l'instant, il est en cours de réflexion. Merci à Christophe pour la date d'ouverture exacte. Le premier niveau, c'est l'espace public. Alors, il est gratuit, OK, mais il va vous donner accès qu'à des informations sur, vous allez avoir un chat, vous allez pouvoir vous présenter, mais ça va être assez réduit. Si vous voulez accéder aux forums thématiques dans lesquels vraiment on échange, on discute, là, il faut passer membre. Et donc, pour passer membre, on a fixé un tarif aujourd'hui qui est de 5 € TTC par mois ou de 50 € par an. Et il y a un mois d'essai gratuit. Donc là, on va bientôt finir le mois d'essai de la plupart des gens. Donc, on va relancer tout ça.
Et là, vous avez vraiment accès au forum, vous avez accès à des lives aussi à l'intérieur du village qu'on peut déclencher nous. Alors pour l'instant qu'on déclenche nous, mais on peut imaginer que des villageois en déclenchent à terme sur des sujets, que les villageois échangent entre eux sur des sujets thématiques. Et la dernière offre, c'est l'offre premium. Alors on a essayé de la lancer il y a quelques semaines, mais voilà, on n'était pas très satisfait de la manière dont on l'avait déterminée. Donc je pense qu'on est en train de réfléchir, enfin on est en train de réfléchir sur une autre manière d'appréhender cette offre premium qui permettrait aux membres adhérents premium d'avoir un contenu vraiment de qualité, peut-être sur une durée plus courte. Et voilà, donc on y réfléchit, on vous tient au courant dès qu'on a un peu plus avancé sur le sujet. C'est tout à fait ça. Et si je faut encore vous vendre un petit peu le village, j'ai mis quelques commentaires des villageois qui sont parmi nous. Donc je pense que ça veut tout dire. Et quelque chose qui nous remonte là depuis peu, qu'on n'avait pas forcément vu au départ, c'est que en fait, dans le village QSE, on peut discuter sans que personne nous voit. On est entre nous. Certains d'entre vous nous ont dit bah, j'aime bien tes posts sur LinkedIn, mais je peux pas liker ou commenter parce que mon patron regarde ce qu'on fait sur LinkedIn. Dans le village, il n'y a pas ça. Il sera pas là. Et donc voilà, c'est un petit cocon, un petit village d'irréductibles qui discutent entre eux, qui essayent d'avancer entre eux, de progresser entre eux. Ouais. Je vois Virginie qui me demande le lien pour le village. Je vais vous le remettre dans le chat, sachant que c'est assez facile. C'est le village qse.com. Hop. Alors oui, il peut y avoir des outils informatiques dans votre entreprise qui bloquent certains sites. Dans ce cas-là, on passe par le téléphone portable si possible, puisqu'il y a une appli aussi sur téléphone portable. Voilà. Exactement. Et puis, pour terminer, vous pouvez toujours retrouver les produits et services qu'on propose, les 100 conseils que j'ai compilés pour gagner de l'expérience en qualité avec des astuces sur la mise en œuvre de l'ISO 9001 et puis la qualité en général. Possibilité de coaching en tête-à-tête avec nous, de conseils à distance. On a tous les deux lancé une newsletter pour moi en décembre et pour toi, j'allais t'appeler janvier. Anthony, un peu plus récemment. Vous trouvez les liens sur nos profils LinkedIn sans souci. Et puis, voilà, on parle un peu de la même chose sur LinkedIn. Par contre, on développe plus, on va plus dans le détail. Donc, c'est un complément. Ouais. Et puis, CoachMe QSE, comme d'habitude, je te laisse en parler. Ouais, CoachMe QSE, qui est un programme en ligne qui centralise et décrypte les exigences des normes QSE, donc 9001, 14001 et 45001. Donc, ça permet d'accéder assez facilement aux exigences, très facilement aux exigences, et de pouvoir avoir un décryptage de ces exigences, les exigences documentaires, les exemples d'outils à mettre en place, et puis certains conseils pour être plus à l'aise dans la mise en œuvre de ces normes au quotidien. Voilà. Et je terminerai avec le commentaire de Myriam. Merci pour vos lives. Vous rendez bien la qualité sexy. Et merci Myriam. On prend. Merci Myriam. Il est 58, on est pas mal sur le timing. Loïc m'a fait une petite vanne tout à l'heure sur le timekeeper. Si, on a un timekeeper. Et tu vois, on tient le timing. Ouais. Et pour trouver l'application, alors sur Android ou sur Apple, c'est l'application Circle. Voilà. Ouais, et le village QSE. Ouais, tout simplement Circle. Et sinon, Christophe, si tu vas dans le village, dans le canal accueil, tu verras qu'il y a le lien qui est épinglé en haut pour avoir les liens directs de téléchargement de l'App Store et de Play Store, selon que tu sois Apple ou Android. Et il nous reste à vous remercier. Voilà, on est à l'heure. On est à l'heure. On était, une fois de plus, moi je kiffe les lives, j'adore ça. Ouais, c'est cool. Je sais pas toi, j'étais un peu moins stressé que les précédents. Je pense qu'on commence à avoir nos petites habitudes et notre petite routine, déjà de préparation entre nous deux, et puis de gestion des lives. Et puis moi, j'ai changé de place aussi, parce que d'être assis, pour moi, c'est très difficile. Je suis un formateur qui aime être debout toute la journée et marcher partout. Et d'être assis pendant 1 heure, c'est juste une souffrance pour moi. Donc là, je me suis mis debout et je me sens beaucoup plus à l'aise. Ouais. Et pour que vous sachiez tout, moi, je suis très bien assis, j'ai les pieds en l'air, je suis super confort. Et en fait, dans les deux cas, ça se voit pas sur la vidéo. Donc, c'est bien chacun sa manière de s'installer. Voilà.
Allez, on vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end qui arrive. Rendez-vous sur LinkedIn tous les matins, ça, je pense que vous le savez. Et puis dans le village, venez nous voir dans le village, parce que nous, on pense que c'est un endroit super chouette. Et puis ceux qui y sont jusque-là contents d'y être. Voilà. Salut à tous, Salut, salut bon à week-end. tous, et à Salut. très bientôt. Ciao.